Bonjour les amis, que se passe-t-il aux États-Unis? Pourquoi Elon Musk a-t-il décidé de demander un audit de Fort Knox, qui est la réserve d'or américaine, qu'on a vu dans pas mal de films? On voit que sous ce nouveau mandat, Trump a décidé et son équipe ont décidé de taper tout azimut sur l'État profond. Ils sont attaqués de partout et je vais vous dire pourquoi cet or a un intérêt capital. Ils n'auront pas le temps de se remettre et de s'organiser pour parer tous ces coups qui sont, je dirais, c'est une attaque express. Je pense que Trump a pris bonne note que pendant son premier mandat, il n'était pas préparé. Et là, ils attaquent, ils ont tout, ils ont absolument tout. Comme il a souvent dit, nous avons tout, et ils déploient leur plan sans laisser l'ennemi respirer, ce qui est la meilleure manière d'attaquer quelqu'un. C'est une blitzkrieg, hein, cher aux Allemands. Guerre éclair. Alors, cette histoire d'or, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et ça me rappelle un épisode de la Casa de Papel dans le dernier opus, la troisième saison de cette série qui est tout à fait remarquable. Le professeur et son équipe arrivent à dérober toute l'intégralité du trésor espagnol. Tous les lingots d'or sont escamotés et ils trouvent comme artifice de remplacer ces lingots par des lingots en tungstène euh, et plaqué or. Voilà, qui n'a rien à voir, mais comme il dit, l'or est une garantie psychologique tant qu'on n'a pas vérifié, c'est comme le chat de Schrödinger, tant qu'on n'a pas vérifié si le chat est mort, est-ce que le chat est mort, tant qu'on n'a pas vérifié si c'est de l'or, est-ce que c'est de l'or? Pour tout le monde, c'est de l'or. Donc, ce qui se passe là est une vérification du stock d'or américain. Je vais vous dire pourquoi. Il est possible, quand on connaît l'histoire de France et la privatisation de la Banque de France, que la même chose se soit produite aux États-Unis. Après, ce que j'ai à vous dire, je vais vous passer deux vidéos. Une vidéo d'Henri Guillemin qui dure 8 minutes et qui va vous affranchir. Vous saurez quoi répondre aux gens qui disent que la Banque de France est une banque d'État. Vous pourrez leur répondre que non, c'est une banque qui a été donnée par Napoléon Bonaparte, qui était aussi un affairiste, à des intérêts privés. Voilà. Et après cela, je vous passerai l'épisode de la Casa des Papel, où, en effet, il remplace les lingots par des lingots en plaqué or. Et l'intérêt du trésor espagnol, c'est de ne pas le dire, puisque à ce moment-là, l'État espagnol retomberait dans des limbes. Voilà, c'est tout à fait intéressant. Alors, ce qu'on apprend, c'est que dans la vidéo de Henri Guillemin, qu'il faut absolument partager, c'est que entre les intérêts de la France et l'intérêt des affairistes, Bonaparte a toujours choisi l'intérêt de l'argent et des affairistes. Et donc, il a fait privatiser la Banque de France par un groupe qui s'appelle le groupe Père-Gaumalais. Il n'a pas fait que ça, il a garanti la protection de cette banque par l'État français qui condamnerait à mort tout faux monnayeur, puisque cette banque avait la permission d'émettre, de fabriquer des billets, et cette banque a eu la permission aussi par Bonaparte, et je dirais certainement poussé par sa bande de francs-maçons qui l'ont mené au pouvoir, et à l'autorisation de verser les pensions et les retraites, pas les pensions, verser les pensions, et pas les retraites à l'époque, et donc de pouvoir jouer avec l'argent, de spéculer avec cette manne financière avant le versement des sommes aux intéressés. Alors, ça, c'est super intéressant parce que au moins on a un contexte historique et on a tous les tenants et les aboutissants qui, comment, pourquoi. C'est pour ça que Bonaparte est vénéré, y compris par les vaincus, parce qu'il a permis cela. Ce qui a été fait en France a certainement eu lieu aussi aux États-Unis par les Rockefeller a priori. Une privatisation, voilà, de la Fed. Alors pourquoi un audit? Parce que il y a une possibilité que les BRICS et que le nouveau monde en fait, États-Unis
y compris débarrassé de son état profond, réinitialise l'économie sur l'étalon or. On sait que les Chinois ont passé les dernières années à amasser de l'or. Ils ont acheté de l'or sous toutes ses formes, même en petite quantité. Ils ont fait le tour d'Europe et ils ont fondu cet or avec donc dans une fonderie qui est habilitée à le faire et à le certifier. Et ils l'ont fait pour se garantir que c'était bien de l'or qu'ils avaient. Donc il y a, en cas de réinitialisation, il faut la garantie que l'or qui est annoncé pour les États-Unis, je crois qu'on a 4000 tonnes d'or, un peu plus, peut-être 8000, pardon, je me trompe certainement. Mais il faut la garantie que cet or soit bien de l'or, parce que l'or est infalsifiable. À partir de ce moment-là, l'économie pourra être réinitialisée et le prix de l'or physique va bondir de manière exponentielle, pour la bonne et simple raison que dans l'or physique actuellement, le taux est calculé avec de l'or papier dont on sait qu'elle est du papier de la monnaie de singe en vérité, parce que l'or papier, c'est de l'or dont on garantit qu'elle est dans un coffre, mais qui est vendu 100 ou 200 fois la réalité de la situation. Une fois que les réserves d'or seront établies, quantifiées au niveau mondial, qu'on saura quelle est la vraie réserve d'or réelle, l'or pourra euh, redevenir l'étalon or, peut-être avec d'autres choses, mais ce bond de l'or, ce saut au niveau du prix de l'or, va écraser les dettes. Et oui, parce que si on réinitialise l'économie, je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelques soucis, mais si on réinitialise l'économie sur du réel et pas, je dirais, des écritures, de la création d'écritures, il va se passer quelque chose, c'est que l'or, ceux qui en ont, vont voir renchérir leur stock. Alors, la France, on n'est pas trop mal loti, hein, même si Sarkozy en a vendu énormément. Ce qui me donne à penser que les Américains ont encore des réserves d'or et qu'elles sont bien et bien réelles, c'est le fait que déjà, ils en ont pas mal de la France que Sarkozy leur a vendu et je les vois mal avoir acheté de l'or qui n'en est pas. Voilà. Euh, Tout ça, c'est un peu compliqué, mais le monde est en train de changer. Le monde est en train de se réinitialiser sur un modèle plus vertueux et avec moins de faiseurs de miracles, puisque notre économie repose sur une pyramide de Ponzi. Et pour l'écrouler, il faut pouvoir se rattraper à quelque chose de tangible. Voilà. Je vous laisse avec Henri Guillemin et je vous conseille de regarder toutes ces vidéos. Vous allez réapprendre l'histoire de France. Et je vous laisse aussi avec la Casa des Papel, en espérant que j'ai été assez clair sur des problèmes qui sont quand même assez compliqués. Je vous embrasse. 1800, Bonaparte va voir ce qui l'attend. C'est une date, vous savez, le 6 février 1800. C'est la date pratiquement de la création de la Banque de France. Et dès que j'aimais ce mot, enfin Banque de France, il faut que nous-mêmes nous soyons convenablement impressionnés et que nous prenions une attitude de l'intérieur révérentielle. Il y a un monsieur, Gabriel Ramon, qui en 1929 a publié chez Grasset un ouvrage de luxe, vraisemblablement payé par la Banque de France, une histoire de la Banque de France, un in-quarto de luxe. Et vous y lisez, la création de la Banque de France doit être mise au nombre des institutions fondamentales du prodigieux empire napoléonien. Alors il faut bien que nous regardions ensemble ce que c'est que la création de la Banque de France. Le 6 février, M. Pergaud s'amène avec un plan. C'est tout écrit, là, va lire une déclaration à Bonaparte, et voici les termes principaux de cette déclaration. À celui qui a contribué si puissamment à nous rendre, et avec tant d'éclat, les caractères d'une nation guerrière. Vous voyez, côté finance, on n'est pas tellement pacifique. Hein. Il appartient de faire connaître que notre nation, c'est pas si joli de la part de je suis, Pergaud, que notre nation est aussi appelée à se faire admirer et respecter par les effets d'une bonne économie politique. Libre par sa création, qui n'appartient qu'à des particuliers. La banque que je propose de créer, écoutez bien, ne négociera avec le gouvernement que lorsqu'elle y rencontrera ses convenances et le complément de ses sûretés. Néanmoins, cette banque s'appellera la Banque de France.
mais elle ne sera à aucun degré une banque gouvernementale. Elle sollicite du premier consul la promulgation d'une loi qui, sans peut-être paraître s'occuper nominativement de notre établissement, consolidera son existence. Est-ce que vous avez compris? C'est une entreprise strictement privée. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui vient demander à Bonaparte, parce qu'il est le chef de la France, le droit de mettre une étiquette fallacieuse sur leur maison. On mettra Banque de France pour faire croire à la clientèle c'est une banque au service de la France, alors que ce sera simplement leurs intérêts privés, mais comme il y aura Banque de France, vraisemblablement les capitaux afflueront. C'est le 6 que Pergaud fait cette proposition assez inouïe à Bonaparte. Le 13 février, Bonaparte acquiesce. Et même, il fait savoir à Pergaud qu'ils n'ont rien à craindre parce que Pergaud a toujours peur que le gouvernement s'immisce dans cette banque de France. Toute intervention du gouvernement dans l'administration de la banque pourrait devenir pour elle une cause de discrédit, a dit très gentiment Pergaud. Vous voyez la manœuvre, hein. On déclare toujours que l'étatisme est épouvantable et il faut à aucun degré que la banque paraisse une banque d'État. Seulement, en même temps, on s'adresse en douce et discrètement à l'État pour lui demander non seulement sa garantie, mais même son argent, comme vous allez voir. Le 25 février, c'est Bonaparte qui écrit une lettre extrêmement gentille à Lecouteux. Lecouteux, lui au moins c'est un Français, qui était du conseil d'administration de la banque, enfin de l'établissement qui allait se constituer sous le titre trompeur de Banque de France, et il écrit dans cette lettre du 25 février, votre établissement ne saurait douter de la bienveillance du gouvernement. Et bien, il va prouver la bienveillance du gouvernement. 1. À l'égard de cette banque, établissement privé, il va faire ceci, il va charger cette banque privée de payer les dettes de l'État et les pensions, les rentes et les pensions, un versement d'État. Ça sera fait, pas gratuitement, vous pensez bien, elle prendra sa commission, mais ça sera cette Banque de France, c'est là où on ira payer, enfin retirer ces coupons de rente. Bon, 1. Deuxièmement, Bonaparte a établi pour le système des impôts quelque chose d'assez particulier que les livres disent peu, et que je tiens à vous dire avec précision. Il a créé des receveurs généraux qui sont en somme des gens qui prennent la suite des fermiers généraux de l'Ancien Régime. Ces receveurs généraux sont des gens qui vont collecter les impôts et qui, pour s'y retrouver, auront le droit de conserver par devers d'eux, pendant un certain délai, les capitaux qu'ils auront fait rentrer comme ça en faisant payer les gens. Ils vont avoir à leur disposition cet argent pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, de quoi le faire fructifier. Mais comme, bien entendu, ces receveurs généraux doivent donner des garanties à l'État, ils donnent un cautionnement. Avant de faire les perceptions d'impôts, ils versent à l'État des cautionnements considérables, qui se montent à des quantités de millions. Eh bien, Bonaparte accepte de confier à la Banque de France la plupart des cautionnements des receveurs généraux. C'est-à-dire que l'argent de l'État, l'argent versé par les receveurs généraux à l'État, cet argent, Bonaparte le remet pour le faire fructifier personnellement à la Banque de France. Et troisièmement, en 1803, nous ne sommes qu'en 1800, mais je tenais à vous le dire maintenant, en 1803, Bonaparte acceptera que cette banque soit privilégiée au point qu'elle sera seule habilitée à faire du papier-monnaie. Et qu'il y aura garantie de l'État. À savoir que s'il y a un contrefacteur, il sera puni par l'État. Les galères, disait Bonaparte. Non, ça ne suffit pas, dira Pergaud, la peine de mort. D'accord, d'accord. Le gouvernement, l'État français, au service de cette banque d'intérêt privé, décide que sera puni de mort le contrefacteur du papier-monnaie de la banque. Il y a un personnage dont je vous parlerai plusieurs fois, qui a écrit des mémoires d'un extrême intérêt. C'est Mollien, M-O-2-L-I-E-N, Mollien, qui a été très longtemps trésorier de l'empereur. Il a publié des mémoires, et je ne sais pas pourquoi aussi, je sais très bien pourquoi. Ceux qui sont si favorables à Napoléon parlent le moins possible des mémoires de Mollien. Parce que Mollien était un brave homme, un esprit libre, extrêmement conservateur, très réactionnaire, qui n'aimait en Bonaparte qu'une réapparition de la monarchie, mais qui ne concevait pas la gestion des finances de l'État comme les concevait Bonaparte. Alors dans les mémoires de Mollien, auxquels je me référerai assez souvent, vous voyez la stupeur, mais l'ahurissement de cet homme devant ce que fait Bonaparte à l'égard de cet établissement privé. Au sujet des receveurs, vous savez, les cautionnements des receveurs qui sont remis entre les mains de la Banque de France, Mollien écrit, c'était sans doute la première fois qu'il arrivait à un gouvernement de donner de l'argent à une banque d'escompte pour exploiter un privilège lucratif, au lieu d'en demander à ses actionnaires pour prix de ce privilège. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui va se produire lorsque Mollien va apprendre que Bonaparte a décidé qu'il y aurait un papier-monnaie exclusif pour la Banque de France avec caution de l'État, avec punition de mort par l'État. Je lis. Dans le souci de noter aux banques aucune source de profit, le premier consul va jusqu'à autoriser, au bénéfice de la banque dite de France, le partage d'une des premières prérogatives du gouvernement, celle de fabriquer une monnaie. Et en outre, la monnaie métallique que fabrique l'État lui coûte à lui, État, au moins le prix de l'or et de l'argent.
Tandis que le privilège inouï accordé à l'établissement Pergot, Mallet et compagnie consiste en ce que cette banque, pure association d'intérêts privés, aura le droit de fabriquer une monnaie qui ne lui coûte rien. C'est ce même Molien, page 362 du tome 1 de ses mémoires, qui a une formule que je vais vous dire. Entre Napoléon et les gens de finance, la partie n'est pas égale. Le caïd est respectueux à l'égard de l'argent. Le caïd rampe, et il rampera toujours. Et je vais me permettre de vous apporter maintenant une citation peut-être un peu surprenante, une citation contemporaine. La citation d'un très grand écrivain français à propos d'un autre général, bien différent de Bonaparte, lui aussi très puissant, mais puissant jusqu'à telle limite que ce grand écrivain, si dévoué qu'il soit au dit général, a eu le mérite de marquer. Je terminerai sur cette citation que je vais lire lentement parce que je trouve qu'elle est d'un extrême intérêt, apportant un de ces éclairages qui ne viennent pas toujours du passé sur le présent, mais quelquefois du présent sur le passé. Bloc-notes de François Mauriac, 23 septembre 1966. Ce que le général n'a pas fait, et ce qu'il ne dépendait pas de lui de faire, c'est d'obliger à lâcher prise ses mains, ces quelques mains, oui, ce petit nombre de mains, qui tiennent les commandes secrètes de l'État, qui assurent les immenses profits de quelques-uns et qui font de chacun de nous les têtes d'un troupeau exploitable, virgule, exploité. Dans le dernier épisode, on voit le responsable de la police qui déclare en public avoir récupéré les réserves d'or de la Banque d'Espagne via l'interception de 2 camions. Il sait pertinemment que ces camions ne contiennent pas l'or, mais des faux lingots, mais il fait cette déclaration parce qu'il veut éviter la panique sur les marchés et je dirais la décote de l'Espagne en tant que pays, en tant que puissance financière. Donc il sait très bien que c'est un jeu de dupes, mais par la suite, on le voit, c'est l'explication du professeur à son complice et il lui fait une description de ce qu'est l'or dans le Trésor national. Il lui dit que ce n'est qu'une garantie psychologique et que remplacer cette garantie psychologique par une illusion ne changera rien à l'équation. En cela, il n'a pas tort, tant que les gens n'ont pas vérifié, tant qu'une autorité n'a pas vérifié que c'est de l'or, et seule l'Espagne peut autoriser quelqu'un à vérifier son stock d'or, eh bien je dirais que pour tout le monde c'est de l'or et ça reste une garantie psychologique. Voilà, pour finir, je citerai cette phrase de JP Morgan, donc la banque la plus puissante du monde, je crois. L'or, c'est la monnaie, tout le reste n'est que du crédit. Alors, on accorde l'importance que l'on veut à l'or, mais malgré tout, il reste infalsifiable. Et c'est dans un monde qui chute, qui n'a plus de valeur, quelque chose sur lequel, une valeur sur laquelle on peut se raccrocher. Je vous embrasse.